Oh, personne ne Pas répond. de questions. Il n'y a C'est pas de maintenant- questions, il n'y a pas de questions. Bon, Ok, moi, c'est je ne réponds pas interactif. parce que c'est difficile. Non, il faut répondre, c'est interactif pour qu'il y ait au moins l'interaction en fait. Essayez de répondre. Ah, d'accord, d'accord. Il y a pas, j'ai pas de questions, moi, je n'ai pas, particulièrement, je n'ai Ok, pas de questions. ok. Bon, ça c'était slide complémentaire ce que j'ai rajouté. Pourquoi créer son site Moi, j'ai une petite, j'ai une Ok, petite question. d'accord. Est-ce que WordPress peut créer un site web dynamique? Oui, bon, quand on dit site web dynamique, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous mettez dans site web dynamique? C'est-à-dire, ça répond aux besoins JavaScript, quoi. On fait Oh, intégrer le JavaScript à l'intérieur. ok. Alors, lorsqu'on parle de site web dynamique, quand on parle de site web dynamique, en fait, ça peut dire quoi? C'est un site web où il y a l'interaction. Ça dit quoi? Par exemple, il y a les boîtes de dialogue, il y a les pop-up, c'est quoi par exemple, en fait, c'est de manière dynamique. Par exemple, vous venez dans un site. Lorsqu'on dit que c'est dynamique, ça veut dire quoi? Lorsqu'on vient dans le site, lorsqu'on fait une action, cette action peut être contrôlée, soit directement par la machine cliente. Par exemple, avec le code. Il a parlé, par exemple, tout à l'heure de JavaScript. Oui, ça le fait. Les sites qu'on crée sont dynamiques, forcément. Parce que la technologie que tu veux utiliser, c'est WordPress. C'est PHP autant pour moi. Donc, les technologies utilisées par WordPress sont, il y a HTML, il y a CSS, il y a JavaScript, il y a PHP. JavaScript, c'est un dynamique. Et PHP, également, c'est le back-end, c'est le dynamisme. Donc, forcément, c'est dynamique parce que quoi? Les gens vont pouvoir s'inscrire sur votre site. Quand les gens vont vouloir s'inscrire, ils vont remplir un formulaire. Et lorsqu'ils vont remplir le formulaire, si les informations du formulaire ne sont pas correctes, qu'est-ce qui se passe? Forcément, c'est rejeté. Donc, il y a le dynamisme là. Il y a également les pop-up qui vont apparaître parfois. Donc, WordPress en fait combine toutes les technologies que vous connaissez. HTML, CSS, JavaScript, PHP, qui sont les technologies qui permettent de créer des sites web dynamiques. Donc, c'est un peu ça. Ok, j'espère que c'est clair maintenant pour vous. Ok, on va donc continuer. Ok, donc pour continuer, moi je poserai une simple question. Pourquoi créer son site web avec WordPress? On a déjà même répondu à cette question. Premièrement, donc, cette question, je la pose à celui qui veut créer son site en fait. On peut créer un site web pour faire quoi? Pour devenir visible et crédible. Si on a une entreprise, alors si on a un business qu'on vend, il faudrait au moins qu'on ait un site internet crédible. Donc si on vend par exemple ses services, si je fais par exemple la création de site web, je dois avoir un site web qui présente ce que j'ai déjà fait et qui présente mes services que je vends. Si je fais le graphisme, je dois créer un site web qui a mon portfolio. Même chose pour celui qui fait les sites web. Mon portfolio, c'est-à-dire quoi? Ce que j'ai déjà fait et les services que je propose. Maintenant, je peux créer également un site web pour faire quoi? Pour apprendre une compétence valorisable. À la fin de cette formation, par exemple, vous pouvez transformer cette compétence pour pouvoir vendre, vous vendre vos compétences. Donc, vous allez voir les gens dans la rue, par exemple, qui veulent un site internet pour présenter leur entreprise, pour présenter leur business ou alors pour faire la vente en ligne. Vous allez proposer vos compétences pour vendre. Donc, vous allez créer des sites web et vous serez payé. Donc, ça, c'est pourquoi on peut créer un site internet avec WordPress. Maintenant, vous pouvez lancer votre propre projet avec WordPress, en utilisant WordPress. Si vous faites de la vente en ligne, vous créez des sites de commerce. Si vous faites si vous êtes un prestataire de services, vous créez votre site web, ainsi de suite. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on peut créer un site web. Ok, donc la dernière partie que j'ai dit tantôt, c'est l'éco-conception. Bon, moi, je ne rate jamais cette partie. Hein. Lorsqu'on parle d'éco-conception, c'est quoi? Ou bien un site web éco-conçu. De nos jours, on prône beaucoup plus l'éco-conception. Vous savez que nous sommes à une ère où beaucoup de ressources sont utilisées. Il y a des pays qui n'ont même plus de ressources naturelles. Et donc, l'objectif ici, c'est d'économiser lorsqu'on fait des sites. Si vous allez, par exemple, en Europe, beaucoup de personnes vulgarisent beaucoup ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, on doit créer des sites web en fait, qui économisent. Voyez-vous, lorsque vous créez un site web et que vous mettez des... Je dis comment? Si vous créez un site web et que vous mettez des images qui sont très lourdes, ça ne facilite pas en fait le site. Donc, lorsque vous créez un site web, les vidéos que vous mettez, les images que vous mettez ne doivent pas être lourdes. Pourquoi? Si c'est lourd, ça va
Ça va ralentir le serveur, ça augmente la capacité du serveur. Plus un serveur est lourd, plus il consomme l'énergie. Il consomme l'électricité, il consomme tout ce qui est matériel du serveur, que ce soit les matériaux, les matières premières et tout. Donc ça, c'est le côté en fait économique lorsqu'on fait la conception en fait. Donc, et pour faire ce qu'on appelle de la conception verte, on appelle souvent ça la conception verte. Il y a plusieurs choses qu'on doit respecter. Premièrement, il faut choisir un hébergeur qui ne, dont l'impact en fait sur l'empreinte carbone est moindre. Par exemple, quand Hosting, eux, prennent beaucoup plus ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut choisir un hébergeur qui ne consomme pas trop d'énergie, qui ne pollue pas trop l'environnement. Parce que vous savez, tout ce qu'on utilise, en fait, les technologies que nous utilisons là, polluent l'environnement. On utilise les cartes dans nos téléphones, on utilise les serveurs, les disques durs ont des matières premières qui sont utilisées et qui, lorsqu'ils sont détruites, polluent l'environnement. Donc, raison pour laquelle on parle d'éco-conception pour limiter cela, en fait, pour ne pas trop les utiliser. Maintenant, lorsqu'on conçoit notre site internet, en fait, l'éco-conception vient où? On doit avoir un site web qui est rapide et léger. Donc, il faut toujours faire en sorte que son site web soit le plus rapide possible. Rapide pour dire quoi? Lorsqu'on va taper dans l'adresse votre site web, par exemple, acadish.com, il faut que votre site web puisse apparaître en moins de 10 secondes. Si ça dépasse 10 secondes, c'est que votre site web est lent. Le plus souvent, on veut même que ça apparaisse en 3 secondes. Quand ça apparaît en 3 secondes, on va dire que vous êtes totalement vert. Donc, entre 3 et 5, c'est encore passable. Mais quand ça arrive à plus de 10 en montant, votre site est lent. Raison pour laquelle vous devez créer des sites web qui sont légers. Et un site web qui est léger, c'est un site web qui ne fait pas tout à la fois, en fait. Vous ne devez pas créer un site web qui fait à la fois l'e-commerce, la vente, le e-learning et tout. Donc, il faut toujours diviser votre site web. Et pour que votre site web soit léger, il faut utiliser ce qu'on appelle les bons thèmes. Il faut utiliser un thème qui est léger. Il faut utiliser quelque chose qui ne ralentit pas votre site. Il faut utiliser donc des plugins qui sont légers et qui sont bien testés. Également, pour que votre site web soit éco-conçu et qu'il soit rapide, tous les images que vous utilisez dans votre site web doivent être optimisés. Vous ne devez pas avoir des images qui sont très lourdes. Il y a des formats qu'il faut privilégier. Nous allons voir tout ça en profondeur dans la suite de ce cours. Alors, c'était donc tout pour, ce premier jour de la formation. J'espère que vous avez été satisfait pour ce premier jour et que les prochains jours seront également satisfaits pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous allons continuer la suite du cours. Salut à tous, bonsoir. Merci, bonsoir. S'il vous plaît, j'ai une question. Tout à l'heure, vous allez parler de lorsqu'on conçoit un site, on doit utiliser les images optimisées, les vidéos si on utilise optimiser. S'il vous plaît, lorsque vous parlez optimiser, vous parlez par exemple de quel time maximum pour une image et de quel time maximum pour une vidéo. Bon, en ce qui concerne les tailles, on peut pas définir la taille, notamment pour les vidéos. Les vidéos peuvent peser lourd. Maintenant, lorsqu'on parle de l'éco-conception pour l'optimisation, c'est souvent le plus pour les pages principales, quoi. Par exemple, si on entre dans un site web, la page d'accueil. Lorsqu'on parle de la rapidité, par exemple, c'est souvent la première page d'accueil. Et ça dépend également du type de site que vous créez. Vous ne pouvez pas créer un site web qui fait de la vidéo, dit que ça sera très optimisé parce que normalement, dans cette plateforme-là, on ne limite pas en fait. Or, quand c'est un site web de présentation, à la page d'accueil, que ce soit un site web de e-commerce, un site web e-learning, un site web, ce que je veux dire, en fait, tous les sites web, un site web de réservation, la page d'accueil, en fait, lorsqu'on veut la créer, on doit optimiser pour que le chargement soit rapide. Parce que quoi, les moteurs de recherche, en fait, les utilisent pour pouvoir, en fait, vous positionner lors des recherches. Donc, par exemple, pour les images, le plus souvent, on va dire qu'il ne faut pas utiliser les images qui sont très lourdes. Par exemple, quand une image pèse 5 mégas, c'est lourd pour un site internet. Et normalement, les images doivent peser dans l'ordre des kilos. Et maintenant, il y a les formats privilégiés, en fait. De nos jours, par exemple, depuis 2023, 2024, 2025, il y a un format qui prend beaucoup sur le web, le format WebP. Nous allons voir ça dans la suite du cours. Le format WebP, c'est l'un des formats les plus utilisés actuellement. C'est un format qui est beaucoup plus optimisé. Donc, quand vous convertissez une image en WebP, votre image ne pèse même pas, je dirais,
15 kilos. Donc, les images, quand vous les optimisez, ou bien quand vous les convertissez en des formats pour le web, par exemple, le Chili PNG, ça facilite en fait le fait que votre site soit rapide et léger. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, pour les vidéos, le plus souvent, par exemple, dans les sites vitrines, on empêche beaucoup les gens d'utiliser les vidéos. Si vous voulez que votre site soit bien référencé, en fait, on refuse en fait l'utilisation des vidéos dans une page d'accueil. Vous pouvez mettre les vidéos dans notre page, mais à la page d'accueil, parce que la page d'accueil doit être chargée rapidement. Donc, du coup, il faut éviter les vidéos dans les pages d'accueil. Mais maintenant, si vous êtes une grande entreprise, vous n'allez pas venir dire que limiter la vidéo. C'est si vous voulez faire du SEO, donc le référencement naturel, autant pour moi. Vous devez vous limiter afin que votre site soit beaucoup plus optimisé. Or, les grandes entreprises, eux, ils barquent ça en fait. Mais quand Google les censure parce que les résultats ne seront pas dans les premiers. Mais pour ceux qui ont de l'argent, comme les grandes entreprises, eux, ça ne les gêne pas. Pourquoi? Parce que eux, ils payent la publicité sur Google. Ils vont payer pour que les sites apparaissent toujours en premier. Mais pour quelqu'un qui est une entreprise moyenne, il n'a pas besoin de combattre peut-être Google en disant qu'il va mettre les vidéos à tout moment. Donc, il faut juste limiter en fait. Mais maintenant, pour contrôler les vidéos, parfois, il y a on appelle ça comment, les formats, quoi c'est TIFF, peut-être oublier, les GIFs. Vous pouvez transformer une vidéo en GIF et la publier sur votre page, ça sera moins lourd. Ça peut peser même dans les 5 mégas, ça sera moins lourd qu'une vidéo, par exemple, qui fait 30 mégas, 100 mégas et tout. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'optimisation des images. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est-à-dire, si je reçois, par exemple, une image d'un client, par exemple, qui dépasse 5 mégas, comme vous dites, donc je dois, par exemple, aller vers un site, ou bien je ne sais pas si c'est une application, mais c'est un Oui, site qui convertit l'image en WP. Oui, en WP, exactement, c'est privilégié en fait. Vous devez chercher, c'est en ligne, c'est même gratuit. Donc, vous cherchez par exemple, vous dites par exemple PNG. Par exemple, WP, vous allez voir des extensions gratuites, des applications qui permettent de le faire gratuitement en ligne en fait. Est-ce qu'une autre personne a des questions? Une autre membre de la partie. Alors, on a 3 personnes qui ont encore vu. J'espère qu'ils seront là la prochaine fois. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, une dernière question, s'il vous plaît. Ouais. Sur l'annonce, vous avez parlé de 2 tranches d'horaires. Je pense pas. Il y avait les heures de formation de 12 à 14 ou 21, entre du genre, et ensuite 21. Est-ce que les 2 heures sont toujours retenues, les deux? Non, bon, la majorité de ceux qui horaires? La majorité de ceux qui ont validé, c'était c'est le soir. Donc, la majorité ont choisi le soir. Donc, le soir maintenu, quoi. 18 et 21. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On va clôturer. Donc, vous avez là devant vous l'information. Donc, on a tout vu le contenu du jour 1. Donc, toutes les vidéos, la vidéo sera donc enregistrée et publiée sur la partie en question. Donc, tous ceux qui sont déjà leur email sera disponible là d'ici demain matin ou tout à demain soir pour les révisions. Maintenant, pour le prochain jour, c'est quand? C'est mercredi. Donc, mercredi, on va donc entrer dans les vifs du sujet. On va parler de la notion de cahier des charges. On va parler de comment trouver son persona, c'est-à-dire quoi, son client cible, et orienter son site en fonction de son client. Alors, on va parler donc de comment réfléchir à l'objectif d'un site internet. Nous allons définir la charte éditoriale et la tonalité du contenu qu'on va mettre dans le site internet, parce que c'est important. On ne crée pas juste un site internet comme ça. Maintenant, on va voir comment construire le parcours utilisateur et réaliser une maquette juste de manière simple. Tout à l'heure, vous avez parlé de UX design au départ. Donc, on ne va pas être des designers, on va juste vous montrer tout simplement avec des carrés là, comment construire le parcours utilisateur. Comment est-ce qu'on fait que l'utilisateur quitte d'un point A sur le site jusqu'à faire ce qu'il est venu faire dans le site. Si vous vendez en ligne, il faudrait que quand quelqu'un entre dans le site, il puisse commencer par ajouter son produit au client, ajouter le produit au panier, enregistrer les informations pour la livraison, choisir le mode de paiement, passer à l'achat, ou bien payer si vous faites le paiement en ligne directement.
et c'est terminé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le parcours client. Donc, il faudrait que le parcours sur votre site soit clair en fonction du type de site que vous créez. Donc maintenant, on va voir comment concevoir sa charte graphique. Et nous avons terminé donc par la création de wireframe et la structuration d'une page principale d'un site web. Donc ça, c'est le contenu du prochain jour. Maintenant, le jour 3 sera dans le jour où on va vraiment entrer dans la pratique. On va donc installer WordPress en ligne. Pour ceux qui n'ont pas encore de nom de domaine, vous pouvez les acheter. Je peux vous guider pour l'acheter. Et si vous n'avez pas de nom de domaine, je vais créer des sous-domaines sur mon site. Il va vous donner des sous-domaines. C'est ça que vous allez utiliser pendant la formation. Donc, ne quittez pas. Je vais vous montrer comment le faire. On va voir comment on intègre un certificat de sécurité. J'ai parlé de la sécurité tout à l'heure. On va voir comment. Je vais vous recommander par exemple des hébergeurs. Je vais vous montrer comment on installe un WordPress en ligne et comment on va configurer son site en ligne. Et maintenant, le jour 4, c'est la semaine prochaine. On sera lundi prochain. On va passer ici aux fonctionnalités d'un site web. On va comparer l'interface et le tableau de bord. Nous allons gérer les menus. Dans un site web, nous avons les menus, nous avons les widgets. Nous allons gérer l'apparence. Nous allons voir les paramètres généraux et comment configurer l'utilisateur, comment permettre aux utilisateurs de s'inscrire, comment on ajoute les utilisateurs à son site internet. Nous allons passer donc maintenant au mode friendly et au mode responsive. Nous allons créer donc une page d'accueil avec un menu de navigation simplifié. Dans la 5e journée, on va passer donc ici au choix de son thème. On va vous montrer comment choisir un template, comment on l'installe, comment on crée une page d'accueil professionnel et comment on va donc introduire également un autre thème, une autre extension autant pour moi qui s'appelle Elementor qui permet de construire des pages. Le jour 6, nous allons voir ici comment on ajoute du contenu et comment on optimise dans ce contenu par rapport par exemple aux images et tout. Nous allons voir donc comment on crée des formulaires, comment on peut ajouter des témoignages à son site, comment on peut créer des boutons d'appel à l'action. Et on va voir donc comment intégrer la carte Google. Si vous avez par exemple une adresse sur votre site, on va donc voir comment l'intégrer à notre site internet. Ensuite, nous allons passer ici là. On va voir donc comment on ajoute une page à propos d'une page contact dans un site internet et à quoi elle sert concrètement. Le jour 7, nous allons passer à la création d'un blog. À la base, tout site internet que vous créez en fait doit avoir un blog. Même si vous faites la vente en ligne, même si vous faites la prestation de services, même si vous faites la réservation en ligne, vous devez toujours avoir une partie blog sur votre site internet parce que cette partie-là va vous permettre d'être référencé sur le web. Je vais vous montrer comment créer un article, comment on structure son article pour le rendre SEO. Je vais vous montrer comment on intègre des images et des vidéos optimisées. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut rédiger un article qui est optimisé en utilisant une extension populaire. Alors, au jour 8, nous allons entrer dans la partie e-commerce. Donc, comment on peut créer une boutique en ligne? Vous avez de nos jours parce que tout est vendu en ligne. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez transformer votre site web comme un site de vente en ligne, notamment comment installer et configurer le plugin adéquat, comment gérer les produits, comment gérer les commandes, comment gérer les paiements. Nous allons faire un TP ensemble où on va ajouter par exemple 3 produits une fois le site web conçu. Alors au jour 9, nous allons apprendre la sécurité. Comment on sécurise son site internet, comment on la sauvegarde automatiquement. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu du problème qui est de OVH avec son serveur qui avait explosé. Les gens ont perdu le site internet. Je vais vous montrer donc comment vous pouvez contourner cela pour que s'il y a une panne sur le serveur que vous avez acheté, votre donnée soit toujours conservée en fait. Donc au jour 10, nous allons voir parler de l'optimisation SEO et de marketing digital. Comment donc optimiser son site internet pour qu'il soit visible en ligne. Comment on va intégrer les réseaux sociaux et la newsletter à un site internet parce que c'est important. Si vous avez une base de clients, il faudrait que vous ayez un système, un système en fait de newsletter. Vous allez envoyer des messages chaque fois à vos clients pour les rappeler, pour faire les promotions, etc. Parce que si vous avez un projet et que vous n'avez pas de clients à qui vous envoyez les messages, c'est pas perdu. Regardez par exemple un exemple simple. Vous avez le téléphone Orange, vous avez MTN. Vous allez voir chaque jour qui passe, MTN ne peut pas faire un jour sans vous envoyer un message. Orange ne peut pas faire un jour sans vous envoyer un message. C'est une technique de marketing. C'est pour captiver votre attention. Et vous, en tant que prestataire de service, ou alors en tant que vendeur,
C'est la même chose que vous allez appliquer. Il faudrait que chaque jour, le client en dormant ait des nouvelles de vous. Sinon, ça sera pas, vous allez perdre. Dans le 11e jour, on va parler de la monétisation. Ceux qui veulent monétiser un site internet. Comment on peut monétiser? Quelles sont les manières de monétiser? La monétisation n'est pas simplement dire qu'on va vous payer sur votre site. Non. Monétiser veut dire, par exemple, vous allez vendre vos compétences. À la fin, vous allez pouvoir créer des sites. Vous pouvez vendre vos compétences pour créer des sites d'autres personnes. Vous lancez à l'international avec le freelancing, par exemple, que vous allez aborder. Et maintenant, nous avons la publicité que nous allons voir l'affiliation, nous allons voir la vente des services d'information. Comment vous pouvez donc utiliser votre site internet pour faire tout cela. Nous allons parler également du freelancing, comment trouver des clients pour créer des sites de WordPress. Donc, vous connaissez déjà comment créer des sites, comment vous pouvez créer des sites en utilisant WordPress. Et en arrivant ici, la fête, je vais vous présenter un de mes livres également qui a un cours d'édition qui vous montre comment créer un site internet et le vendre. Mais là, ça concerne beaucoup plus les développeurs. Ceux qui sont développeurs, le livre en question sera beaucoup plus pour eux. Mais déjà, à l'intérieur, vous avez quand même les étapes d'un projet de développement informatique. Donc, on va faire la simulation d'un projet client, donc c'est la monétisation. On considère que, par exemple, que vous faites de la prestation de services et que quelqu'un est venu vous voir qu'il veut créer son site internet. Comment vous prenez? Donc, on va faire une sorte de simulation. Comment, quand un client vient, comment on fait pour créer le site du client, en fait. Donc, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, le jour 12, ça sera juste tout simplement un jour. Nous allons faire juste la migration. Transfert local, hébergeur. C'est-à-dire quoi? À partir de votre ordinateur, vous pouvez créer votre site. Bien que c'est déconseillé lorsqu'on fait WordPress, vous pouvez le faire juste sur votre ordinateur et après l'envoyer sur votre hébergeur en ligne. Mais vous pouvez le faire sur votre machine en local quand vous testez pour travailler, juste pour vous exercer. Mais plus tard, lorsque vous voulez créer le site des clients, il est recommandé de le faire directement en ligne. Pour que directement, quand vous êtes en train de créer, le site web soit directement référencé. En fait, pour ne pas attendre à la fin du processus. Et donc, on va terminer dans un TP qui permet de faire la migration du serveur local au serveur en ligne. Et c'était tout. Le reste, c'est juste du bonus. Le bonus, ce sera tout simplement des vidéos que vous pouvez juste enregistrer et publier dans le cours qui est en ligne. Dans ce cours, vous allez pouvoir essayer tout simplement accéder à la formation. Donc, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions, n'hésite pas à poser et on va clôturer. Bon, ce que je voulais encore demander, c'est quoi? C'est que d'habitude, lorsqu'on cause avec HTML, CSS, les développeurs utilisent une méthode là, c'est-à-dire ils sauvegardent les sites web sur Git et GitHub. Bon, avec WordPress, est-ce qu'on sera encore obligé d'utiliser Git et GitHub? Moi, je me dis peut-être, selon votre explication, qu'on peut directement faire les sauvegardes à l'intérieur de l'application. Non, ici, on n'a pas besoin de ça. Là, GitHub, c'est pour la gestion du code. Ici, là, on ne gère pas le code. Ici, on a dit qu'on crée cet internet sans coder. On n'a pas besoin de code ici. On ne s'intéresse pas au code. GitHub, c'est pour les codeurs. Ici, on veut créer un site web sans coder. Donc, la sauvegarde qu'on va faire, ce sera une sauvegarde de tous les fichiers de notre site web directement, soit sur le serveur, soit dans un compte peut-être Google Drive, ou bien alors dans Microsoft, ou bien dans Amazon. C'est comme ça. Ici, on ne parle pas de code en fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Monsieur Brandon, est-ce qu'il y a une question? Ok, tout le monde, c'est bon. Madame Belgrade, Monsieur Loïc, Monsieur Brandon, Monsieur... les deux autres, il y a 3 membres qui ont payé là qui ne sont pas venus. Et j'ai encore une préoccupation. Ok, on va prendre les derniers, on va partir. Ok, je vous écoute. Bon, monsieur, les cours là seront chaque jour parce que j'ai vu dans le programme 11 jours. À moins que vous n'avez pas tout décidé. Non, Je ne sais pas, ça va 2 fois par semaine ou bien. C'est 3 fois la semaine. Est-ce qu'à la fin de chaque module, on aura des petits cas pratiques, un peu comme des devoirs pour mieux s'exercer? Ou bien ça, on va faire une fois les TP? Forcément, vous aurez, à partir de la semaine prochaine, il y aura des TP. Si vous regardez par exemple le programme que je suis en train de montrer à l'écran, vous allez voir, il y a jour 1, il y a jour. Donc, en fait, la formation, c'est combien de jours? C'est 12 jours la formation. Donc, c'est-à-dire quoi? 3 fois par semaine. Ça fait 12 jours. Donc, en 3 fois la semaine.
À partir du jour 2, on aura les TP. Dans le jour 2, on aura les TP sur la création de wireframe. Lorsqu'on parle de wireframe, c'est quoi? Ça en fait la structuration. Lorsqu'on veut créer ce web, on ne part pas directement dire qu'on va configurer le site. Il faut déjà qu'on prend le papier, on prenne le papier, autant pour moi, on dessine déjà ce qu'on veut mettre sur le site. On dit par exemple qu'ici, on aura la photo de ceci, ici, on aura la photo des produits. Les produits seront placés comme ça, comme ça. C'est ce qu'on appelle le wireframe. Donc, à la fin du module du jour 2, on aura déjà fait un TP comme ça. Et donc, je vais vous donner deux fois peut-être votre projet personnel, bien sur ce sujet que vous aurez choisi. En fait. C'est un peu comme ça. Jour 3, même chose. On aura toujours un TP à la fin. Installez votre sur un serveur en ligne et le configurer. Donc là, je vais vous montrer en live comment on le fait. Et maintenant, votre devoir sera de le faire vous-même. Maintenant, pour le faire vous-même, soit vous allez acheter vous-même votre nom de domaine, ou bien je vais vous donner l'accès à mon serveur. Vous allez, en la créant des domaines, je vais vous donner ça. Vous allez le faire vous-même sur mon serveur. Est-ce que c'est clair? Donc, même chose aujourd'hui, il y a toujours les TP. TP que nous allons faire ensemble et TP que vous allez réaliser également. Bon, monsieur, j'ai une question. Allez-y. Bon, quand vous dites acheter un nom de domaine dans votre serveur, c'est genre si moi j'ai un nom de domaine que j'aimerais utiliser ou j'aimerais créer un site web avec un nom de domaine que... Ouais, si vous voulez créer votre propre site web, non, ça veut dire que vous allez acheter vous-même votre nom de domaine et l'espace d'hébergement. Mais si vous ne voulez pas acheter pour un premier temps, on va travailler uniquement sur mon serveur. Donc, je vais vous créer ce qu'on appelle des sous-domaines. Donc, vous allez donner sur les noms que vous voulez. Et dans ces noms-là, il y aura toujours mon nom. Donc, par exemple, ici, là, si vous regardez mon navigateur, vous avez par exemple là acadiche.com. Donc, si par exemple l'étudiant c'est par exemple Belgrade et que son projet par exemple c'est toujours Belgrade, là tout simplement mettre là belgrade.acadiche.com. Donc, tout simplement créer ce domaine ici. Ça va vous permettre de faire tous les TP. Donc, si la personne n'a pas encore acheté lui-même son domaine en fait. Donc, par exemple, si c'est Brandon, je vais tout simplement créer sur mon serveur un domaine qui s'appelle. En fait, ici, ce sera des sous-domaines. Vous voyez la différence. Le domaine, par exemple, c'est mon nom, c'est acadiche.com. Mais maintenant, à partir de mon domaine, je peux créer des sous-domaines. Je peux dire quoi? Des sous-noms. Je pourrais créer ici là Brandon et mettre son code et te donner. Et c'est donc avec ça que tu vas pouvoir créer tu vas faire tous tes TP là-dessus en fait. C'est tout. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair pour moi. Ok. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bon, on a vu qu'ils ne sont pas venus. J'espère qu'ils vont recevoir le lien pour la prochaine fois. Ou alors ils vont